Ouais. Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier iToken Share. On va attendre 2-3 minutes parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas connectés et qui se sont enregistrés à la séance. En tout cas, bienvenue pour ceux qui sont là. Juste rapidement, la série iToken Share qu'on démarre aujourd'hui avec Activeon va durer jusqu'à la fin de l'année à raison d'à peu près un webinaire par mois. Le prochain sera le 7 juillet. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser et que ce soit technique ou fonctionnel à ce qui se fait de bien en IA aujourd'hui. Et pour ça, pour vous faire l'historique, on a fait un appel à communication auprès de nos membres qui nous ont proposé différents sujets autour de l'IA qu'on a sélectionné avec notre conseil d'administration. Et l'idée, c'est vraiment de vous présenter des projets, des technos autour de l'IA qui seront les plus emblématiques de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, on a la chance, du coup, pour cette première séance, donc, d'ouvrir le bal avec Activeon, qui propose un challenge de trouver où ils sont localisés aujourd'hui pour ce webinaire. Celui qui gagne a le droit à 50% de réduction de sa cotise au Hub Francia. Donc, ça peut valoir le coup. Donc, comme il est 5, je pense qu'on peut y aller. Denis, je vais te laisser la main pour vous présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, je vous donne quelques éléments pour répondre au challenge de Caroline. Donc, je suis le président fondateur d'Activeon et je vais faire une brève introduction au séminaire tout à l'heure. Et merci à tous d'assister à ce séminaire. Merci, Denis. Michael, vas-y, je t'en prie. Vas-y, parle. Bonjour à tous, Michael Benguigui, ingénieur R&D à Activeon depuis maintenant 6 ans. Je travaille donc une partie du temps sur Activeon en tant qu'ingénieur R&D, comme je l'ai dit, et une autre partie du temps sur le projet SIA, qui cherche à tacler les verrous proposés par nos partenaires pour tester l'embarquabilité de modèles dans l'aéronautique, l'aérospatiale et autres environnements tout aussi excitants. Voilà. Merci. Et à côté de toi, tu as... Donc, tu n'étais pas mute. Oui, bonjour à tous. Enfin, okay. C'est vrai que vous êtes tous à côté, en fait. Ouais, il y a de l'écho. Ouais, sinon, attends, j'ai coupé. Ah bah, si tu coupes le micro, on t'entend plus. C'est bon, c'est bon. C'est bon donc... Non, il faut que tu te démutes. Alors, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Andrews, donc je travaille en tant qu'architecte IA dans l'équipe de Machine Learning chez Activion depuis 5 ans. Et voilà, on va vous présenter aujourd'hui l'orchestrateur IA plus un use case que Michael va présenter sur le projet SIA. Merci Andrews. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut se présenter ou on est bon? Oui, si, c'est ça. Bonjour à tous. Ouais, il reste moi. Donc, Amil Ouachi, ça fait à peu près 5 ans que j'ai rejoint Activion et actuellement, je travaille en tant que Pre-Sales Solution Architect. Donc, je ferai le bridge entre l'équipe développement et l'équipe Sales et j'essaie de récolter le maximum de besoins et de requirements de clients pour les mettre en place donc, dans notre solution. Super, merci à tous. Comme la connexion est pas très bonne et que évidemment ils sont sous les cocotiers, donc on a enregistré au préalable l'intervention et aussi parce qu'il y avait des démos qui étaient plus compliquées à faire en live. Donc on va faire partir tout ça, mais Denis, tu veux peut-être introduire quand même avant. En tout cas, pour rappel, sur la partie questions, vous avez un onglet en bas à droite où vous pouvez poser des questions comme ça. L'équipe d'Activion pourra y répondre au fil de l'eau. Et sinon, vous avez un chat pour échanger, nous dire tous bonjour Jean-Marc et Laure. Et on y va. Vas-y Denis, c'est à toi. Moi, l'introduction, elle est principalement dans la vidéo, donc je propose de lancer la vidéo. Et encore une fois, on va répondre en temps réel à vos questions dans le chat. Et après, on fera une petite séance de questions-réponses interactives après la vidéo. Allez, c'est parti.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup à Caroline pour cette introduction et merci beaucoup à Francia de nous avoir invités à faire cette première série ce premier séminaire dans AI Talk and Share. On est très honoré de présenter donc un premier use case avec notre technologie qui va s'adresser à l'orchestration IA et en particulier pour le machine learning à bord directement des satellites. Donc, rapidement, je vais vous présenter Activeon. Donc, Activeon est un éditeur logiciel qui existe depuis 15 ans. C'est une société qui est issue d'un transfert de technologie de l'INRIAC que j'ai créé. Et à ce jour, nous avons investi 500 hommes année en R&D dans les logiciels que nous allons vous présenter. Donc, Activeon a des clients un petit peu partout dans le monde. En France, on a des gens comme Keolis pour la gestion des bus et des lignes de métro, en particulier à Rennes. On a des gens au Luxembourg comme Creos, c'est l'EDF, GDF luxembourgeois. On travaille avec beaucoup d'académiques, avec le CEA, le CNES, INRAE. En Angleterre, on est au ministère de l'Intérieur anglais, le Home Office, qui nous utilise pour faire un système d'analyse de données et d'IA pour la réduction de la criminalité en Angleterre. Et aux États-Unis, par exemple, on travaille avec le groupe Publicis Epsilon, qui nous utilise pour des analyses de données dans le domaine du retail automobile. Donc, pour planter un peu et cadrer notre présentation, on est convaincu qu'il faut bien prendre en compte le fait que lorsque l'on construit des modèles de machine learning, il y a énormément de personnes différentes avec des rôles différents qui interviennent. Donc, on va avoir les data ops, on va avoir les data scientists et on va avoir aussi les DevOps et la gestion d'infrastructures et opérations. Donc, ce sont des acteurs qui ont des rôles bien spécifiques et on fournit avec notre plateforme des outils qui permettent d'adresser l'ensemble de ces rôles. Donc, la première brique, qui est notre brique historique, c'est un orchestrateur IT dans lequel on va trouver un scheduler qui permet de gérer en interactif des pipelines, des jobs, des workflows. On va trouver aussi du time-based scheduling avec le job planner qui permet de planifier automatiquement un certain nombre d'exécutions. Et on va également trouver directement dans l'orchestrateur un gestionnaire de ressources qui va permettre d'intégrer des machines physiques, des machines virtuelles, on-premises ou dans le cloud, mais aussi des GPU, des FPGA pour l'embarquer et des machines on the edge dans l'IoT, par exemple. Donc ça, c'est la brique historique d'orchestration. Et au-dessus de cette brique, nous avons construit depuis 5 ans une brique d'orchestration spécifiquement IA qui permet d'avoir un catalogue avec tout un ensemble de composants prêts à être utilisés, que ce soit par exemple des data connecteurs en mode SQL, file, NoSQL, mais également des templates de machine learning qui sont également prêts à l'usage et de deep learning. On a également la capacité de gérer non seulement des jobs, des traitements, mais également des services. Donc ici, on a, par exemple, en un clic, un data scientist va pouvoir lancer un Jupyter Notebook, travailler directement dans ce notebook et en même temps profiter de toutes les ressources qui sont gérées par la plateforme. Lancer depuis Python ou depuis son notebook des workloads sur des GPU, par exemple. Et enfin, on a des portails qui permettent d'analyser les résultats. Par exemple, quand on fait de l'AutoML et que l'on veut trouver les meilleurs hyperparamètres pour qualifier un modèle et le mettre en production. Et en plus de tout ça, donc il y a une interface civique qui s'appelle le Studio, qui va permettre de construire des workflows et des pipelines très simplement avec des templates extensibles qui sont prêts à être utilisés.
Et ce studio va être utilisé tout aussi bien par les DevOps ou les gestionnaires d'infrastructures que par les gens de l'IA qui construisent ainsi des pipelines spécifiques. Donc, on va essayer de vous montrer l'ensemble de ces fonctionnalités pendant la présentation et la démonstration. Donc voilà, donc moi je voulais faire juste une petite intro de 5 minutes, c'est presque fini. Je vais passer la main ensuite à Andrews qui va vous présenter l'orchestration IA un peu plus globalement. Puis Michael va se concentrer sur tout le travail que l'on fait avec Thales Alenia Space et l'IRT Saint-Exupéry pour construire des modèles qui sont ensuite embarqués dans les satellites. Et on a réservé 15 minutes pour faire une session de Q&A à la fin de ce webinaire. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon introduction. Andrews, le beamer est à toi. Tu peux poursuivre le webinaire. Merci à tous. Merci Denis. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter l'orchestrateur IA développé par Activeon. D'abord, juste pour contextualiser le scénario et notre vision du produit, l'orchestrateur IA d'Activeon vise à aider l'opérationnalisation de travaux réalisés au sein de différentes équipes autour d'un projet de data science. Car aujourd'hui, Gartner a estimé qu'autour de 80% des modèles IA ne passent pas en production et l'une des principales causes est le manque d'une plateforme centralisée et adaptée à leurs besoins. Ici, dans ce diapo, on résume les différents challenges autour de la mise en production d'un projet data science. Pour résumer, on a divisé ces challenges en deux grands axes. L'axe organisationnel à gauche et l'axe qui concerne l'infrastructure à droite. En ce qui concerne l'axe organisationnel, les challenges les plus souvent concernent la faible coopération entre les différentes équipes, la fragmentation de technologies verticales, entre autres, comme la difficulté d'intégration des pipelines IA au sens du DevOps, en plus que le manque d'une stratégie MLOps. Par rapport à l'axe d'infrastructure, les challenges les plus souvent concernent par exemple la difficulté de partage de données au sens des différentes équipes, la difficulté de scaler et sélectionner le hardware approprié pour le déploiement IA, le manque d'interopérabilité, entre autres. En vue des challenges décrits dans les diapos précédents, l'orchestrateur IA d'Activeon vise à non seulement interconnecter ces différentes équipes, mais aussi à les intégrer dans un même environnement de travail en permettant l'intégration de plusieurs outils utilisés par ces équipes. L'orchestrateur IA d'Activeon fournit une couche d'intégration ouverte qui permet non seulement de faire le management du compute, d'une infrastructure, mais aussi de faire le management des applications, par exemple en déployant des applications as a service, et aussi le management des data, des données utilisées au sens des différentes équipes. En plus, l'orchestrateur fournit une couche d'automation qui permet, à travers un studio, que les utilisateurs puissent créer des workflows en permettant d'automatiser un pipeline. Et puis, ces workflows peuvent être stockés dans un catalogue, versionnés et partagés au sens de différentes équipes. On résume les bénéfices d'avoir une couche permettant le management de l'infra du compute. On a divisé ces bénéfices en 3 grands groupes. Un pour tous les utilisateurs, ensuite les bénéfices plutôt pour les data scientists et les ingénieurs IA, et puis pour le business, ça veut dire le C-level. Par exemple, pour tous les utilisateurs, on permet d'abstraire la complexité derrière l'infra de compute. On permet aussi d'approvisionner des instances de cloud et aussi de gérer leur cycle de vie. Pour l'équipe IA, par exemple, ils peuvent construire leur modèle sans s'inquiéter par rapport à l'infrastructure. Ils peuvent aussi distribuer facilement le training des modèles sur plusieurs machines, puis faire du scaling up et scaling down, non seulement du training, mais aussi au niveau du déploiement.
Et aussi, ils sont libres de choisir la plateforme de container qui leur convient, soit du Kubernetes, soit du Docker, Podman, Singularity. Et enfin, pour le business, comme c'est une architecture ouverte, donc il n'y a pas de risque d'avoir du vendor locking, d'avoir être rattaché à un vendeur spécifique. Et aussi, vous pouvez capitaliser votre investissement sur une infra existante. Ensuite, on résume les bénéfices qui concernent la gestion des données et aussi la gestion des applications. Par exemple, l'orchestrateur il permet que l'utilisateur utilise plusieurs techniques de gestion de données, soit du temps réel, soit du batch, soit via des triggers. Il n'y a pas de limitation en ce qui concerne les technologies utilisées en temps de container, soit Docker, Singularity, Podman. Vous pouvez manager un grand volume de données en se connectant sur des frameworks Big Data. Et puis, c'est simple, facile de partager les outputs qui sont créés pour une équipe vers une autre, en utilisant des notifications et la notion de data space. En plus, en ce qui concerne la couche d'application, l'utilisateur il est libre pour utiliser la bibliothèque, le framework qu'il souhaite et partager les outputs avec d'autres équipes. Il peut créer des pipelines mixtes en intégrant plusieurs applications, plusieurs outils dans un même workflow. Et puis, tout ce pipeline, il peut être exécuté sur une infra hybride mixte, soit on-prem, soit dans le cloud, soit sur un HPC, ou soit dans un device dans le edge. Voilà. Donc, par rapport à la couche d'automation, les bénéfices s'adressent à tous les utilisateurs, car on fournit des interfaces web ainsi que plusieurs templates préconstruits pour aider le développement d'un pipeline soit pour l'IA, soit pour le DataOps, entre autres. On fournit aussi plusieurs connecteurs vers différents outils pour la récupération et envoi de données. Vous pouvez très facilement connecter vos frameworks, vos outils de Big Data ou IA très facilement. Vous pouvez aussi transférer l'exécution de vos workflows vers une infra plus puissante très facilement, juste en choisissant le bon target. Maintenant, je vais vous présenter quelques fonctionnalités qui s'adressent plutôt aux équipes de Data Science. Donc, comme j'ai introduit dans les diapos précédents, on fournit non seulement un studio, mais aussi des workflows et des tâches préconstruites qui permettent très facilement de composer un pipeline IA et puis orchestrer ces pipelines dans une infra mixte. Ici en haut, on a une illustration d'un pipeline IA qui réalise le training de plusieurs modèles en parallèle. Et en bas, l'interface web de notre gestionnaire de ressources, normalement géré par l'équipe IT, où on peut visualiser l'état de l'infrastructure de compute. Donc, on peut facilement abstraire toutes les ressources qui sont disponibles pour les utilisateurs dans une seule vue. On peut accompagner l'état de chaque nœud de compute. On peut faire la réservation dynamique des ressources. Et puis, pour l'utilisateur IA, il peut facilement distribuer le compute, faire par exemple du distributeur de training très facilement, juste en sélectionnant les bonnes ressources. Et on peut connecter dans notre gestionnaire de ressources tous les types de hardware, soit du CPU, soit du GPU, des FPGA, voilà. En plus, notre produit il permet aussi de faire du software as a service, ça veut dire de déployer des applications telles par exemple comme le Jupyter Lab très facilement à travers notre portail. Donc l'utilisateur, par exemple, il peut choisir l'infra où il veut déployer son instance Jupyter Lab. Et on s'occupe de déployer ce Jupyter Lab sur l'infra choisi
tout en gardant la sécurité entre la communication entre le portail d'Activion et l'instance JupyterLab déployée. Nous avons aussi développé un kernel qui s'appelle Proactive Jupyter Kernel, spécifique pour le JupyterLab, qui permet aux utilisateurs de soumettre des jobs directement de son environnement Jupyter. Ce kernel il permet de convertir un notebook Jupyter vers un workflow proactive très facilement en utilisant ce qu'on appelle des pragmas. Ce sont des petits commentaires avec une commande bien définie où on dit qu'est-ce que chaque cellule du notebook doit faire ou doit représenter au sens d'un workflow proactive. Donc ici à gauche, on a un exemple d'un notebook Jupyter en Python. Et via la notion de pragma, on peut très facilement traduire ce notebook Jupyter vers un workflow réel, un workflow proactif, qui peut ensuite être intégré dans un pipeline de CI/CD, qui peut être aussi partagé au sens d'une équipe, et aussi on peut l'étendre en l'ouvrant dans le studio, en connectant d'autres tâches. Voilà. Donc, le but de ce kernel est de simplifier, d'aider l'industrialisation des expérimentations réalisées au sens d'un notebook et réduire la distance entre l'expérimentation et le MLOps. Donc ce kernel il est très facilement, il peut être très facilement installé juste en faisant pip install proactive Jupyter Kernel. Et ici en bas, vous pouvez trouver les liens vers le projet et aussi vers la documentation. Ensuite, en dernier, ici en bas, on a un notebook qui illustre un vrai use case de machine learning où on utilise ce kernel pour industrialiser un pipeline très facilement. En plus, ce kernel il permet aussi d'envoyer un traitement qui, par exemple, a été fait dans le Jupyter, dans la machine locale de l'utilisateur qui tourne son Jupyter, vers notre orchestrateur qui va ensuite envoyer ces calculs vers une infra choisie. Donc l'utilisateur peut très facilement faire son training de modèle localement et ensuite envoyer ce training vers une infra plus puissante, soit dans le cloud, soit dans un HPC ou dans une infra plus complexe. Pour ceux qui ne sont pas trop adeptes au JupyterLab, on fournit aussi un SDK en Python, qui voilà, c'est très facile à installer, juste en faisant une pip install proactive, où l'utilisateur il peut, à travers son IDE favori, donc soit dans un PyCharm, soit dans le Spider, soit dans son éditeur favori, il peut importer notre SDK et ensuite se connecter au scheduler proactive pour envoyer son traitement. Donc il suffit juste de créer une tâche, par exemple de type en Python, comme illustre cet exemple ici, et ensuite soumettre son job vers l'orchestrateur. Donc l'orchestrateur va s'occuper de traduire ce traitement vers un workflow proactif et ce workflow il va pouvoir être orchestré sur l'infra choisi, soit sur l'infra locale, soit dans le cloud HPC. Et ce SDK il est non seulement en Python, mais aussi on a des versions en Java, C#, R, voilà. Donc pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur ce SDK, on a le lien du projet et aussi la documentation.
Toujours dans la notion de software as a service, donc on fournit aussi des outils de visualisation, comme par exemple le TensorBoard, très bien intégré sur notre plateforme, où l'utilisateur il peut très facilement déployer son instance TensorBoard où il veut. Donc, il suffit juste de sélectionner le service choisi, comme TensorBoard, ou Visdom, il y a d'autres outils aussi qui sont bien intégrés. Et ensuite, choisir quelle infrastructure il veut déployer son instance de TensorBoard. Et ensuite, il suffit, une fois que cette instance elle est bien déployée, l'utilisateur il peut cliquer sur son endpoint, ce petit bouton ici dans cette image, et là il va se retrouver sur la page principale de son TensorBoard, de son instance TensorBoard qui était bien déployée, pour visualiser les résultats de métriques, du training, voilà. On fournit aussi des services de remote visualisation qui permettent aux utilisateurs très facilement à accéder et à interagir avec des applications qui ont des interfaces graphiques très facilement. Donc, par exemple, dans cette image, on a un exemple d'un workflow qui fait du GROMACS, et puis VMD pour la visualisation d'une simulation des molécules. Et là, on peut voir, on peut interagir avec l'outil de VMD très simplement. Pour les utilisateurs plutôt avancés, notre solution elle fournit aussi la possibilité d'accéder les machines, l'infra de compute, très facilement via SSH. Donc, l'utilisateur, il choisit le service SSH qu'il veut déployer, et ensuite, une fois que ce service a été déployé, il peut très facilement accéder le terminal SSH via le browser de sa machine. Un autre outil très puissant fourni avec l'orchestrateur IA d'Activion est un workflow générique qui permet de faire du AutoML distribué. Avec ce workflow, l'utilisateur peut facilement faire soit du hyperparameter tuning ou du neuron architecture research très simplement. Ce workflow fournit 6 algos d'optimisation qui sont décrits dans les tableaux ci-dessous. Il fournit aussi le support natif à la visualisation avec TensorBoard et Visdom. Et les optimisations peuvent être distribuées dans une infra mixte, par exemple soit dans le cloud, on-premise, HPC ou d'autres. Ce workflow peut être utilisé aussi pour optimiser d'autres workflows qui sont codés sur plusieurs langages de programmation. Pour permettre aux utilisateurs de mieux analyser les résultats de leur expérimentation ou l'exécution de leur job, on fournit un portail qui s'appelle Job Analytics qui permet de visualiser les différentes variables des workflows, et par exemple pour les data scientists qui veulent faire du tracking, du suivi des métriques de leur expérimentation, c'est très simple à faire. Donc on peut choisir quelles variables on veut visualiser et voir quel workflow a donné le meilleur résultat. Un autre outil qu'on fournit aussi, c'est la possibilité de déployer et de partager des modèles IA en utilisant des API REST. Donc on fournit des services et aussi des workflow templates qui permettent très facilement aux utilisateurs IA de déployer leurs modèles, soit de déployer des modèles de machine learning, soit de déployer des modèles de deep learning. Ils peuvent aussi choisir où déployer ces modèles, sur quelle infra, et avec les spécifications des API REST, ici à droite, l'équipe de DevOps, ils peuvent très facilement voir comment intégrer leur application en utilisant un modèle IA qui a été déployé soit par un data scientist, soit par un ingénieur IA. Une fois que les modèles sont déployés, on fournit aussi un dashboard, une interface web, qui permet aux utilisateurs de suivre
combien de modèles ont été déployés, quelle version est utilisée, avoir un suivi de l'utilisation des modèles, aussi que les paramètres. Ce dashboard lui permet aussi de comparer la distribution des features utilisées pour entraîner les modèles et aussi de faire la détection de drift, voir si un modèle se dégrade au cours du temps. Et ensuite, une fois que ce drift a été détecté, on peut déclencher automatiquement des workflows proactifs pour réaliser un travail de retraining ou d'alerte. Puis, pour finir, quand tous les workflows ils peuvent être stockés dans un catalogue, et ce catalogue de workflows peut être distribué et partagé au sein d'une équipe. Donc, les équipes ils peuvent versionner. Il y a un mécanisme de contrôle de version de ces workflows. Et ils peuvent partager ces workflows au sein de l'équipe. Ils peuvent modifier des workflows qui existent déjà. Ils peuvent utiliser des workflows templates qui sont fournis. Donc, voilà. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder le site YouTube d'Activion. Il y a pas mal de vidéos, d'exemples qui permettent de voir comment on fait le déploiement d'un modèle de machine learning as a service. Il y a des exemples d'exécution de notre workflow d'AutoML. Il y a des exemples d'utilisation de notre kernel de Jupyter et beaucoup plus d'autres. Merci. Et maintenant, je passe la parole à Michael qui va vous présenter le projet SIAR. Donc, bonjour, Michael, ingénieur R&D au sein d'Activion depuis 6 ans et actuellement je travaille sur le projet SIAR depuis plus de 2 ans en tant que admin système la plateforme HPC, ainsi dans le cadre du projet SIAR, ainsi qu'ingénieur algorithme. Voilà. Donc le projet SIAR consiste à lever les verrous imposés par différents partenaires pour tester l'embarquabilité de leur modèle sur différentes cibles. Voilà. Donc il y a une grande part R&D dans ce projet. Et donc ce projet peut être divisé en 3 parties. À la fois, première partie, la constitution d'un dataset de qualité, on va dire, car on sait qu'un dataset de qualité contribue grandement, si ce n'est majoritairement, à la constitution à la construction d'un modèle, on va dire, correctement entraîné pour correctement inférer. Donc, constituer un dataset de qualité, une première partie. Ensuite, il y a aussi la partie entraînement, et plus précisément, trouver les meilleurs hyperparamètres ou paramètres d'un modèle de manière à avoir un modèle suffisamment précis. Et enfin, une fois ce modèle entraîné, le déployer sur cible pour pouvoir tester ses capacités dans l'embarqué à inférer correctement. Voilà. Petite précision, donc dans le cadre du projet SIAR, nous avons été, dans le cadre du projet SIAR, les premiers à embarquer sur FPGA un modèle d'inférence de détection de nuages sur une cible type FPGA, donc Mighty Sum. Voilà. Donc directement sur le nano GPU embarqué dans le cadre de la mission OPSAT. Donc, dans ce projet, plus précisément, Proactive, qui est un logiciel d'automatisation, de distribution, de parallélisation, qui intègre du code métier, c'est le cœur du sujet, c'est que l'on intègre l'existant en demandant le moins possible aux clients de modifier leur code. Voilà. Donc, Proactive intervient à la fois dans la constitution d'un dataset, en automatisant la récupération d'images depuis différentes plateformes, type PEPS ou Copernicus. Il intervient ensuite dans la recherche d'hyperparamètres, de manière à obtenir un paramètre suffisamment correctement entraîné pour pouvoir ensuite avoir des inférences de qualité. Et ensuite, il intervient aussi dans le lancement de calcul d'inférence d'un modèle déployé sur une cible spécifique ou sur plusieurs cibles. Et on verra même dans cet exemple que l'on peut faire du déploiement d'un seul et même modèle si on choisit un format de modèle pivot
on peut le déployer sur différents modèles, sur différentes cibles, de telle manière à après comparer les résultats d'inférence et puis juger de la qualité d'inférence en fonction des cibles. Donc comme on peut voir, on a différentes cibles. L'univers des cibles est assez hétérogène, hein, du FPGA, de l'ASIC, GPU ou autre. Donc voilà, tout cela avec le logiciel dans le cadre du projet SIAR. Donc concernant la récupération automatique d'images, il faut savoir que l'intérêt d'utiliser un workflow d'automatiser, paralléliser ces étapes. On peut très bien aller sur les sites, les sites de PEPS ou Copernicus pour utiliser leur API et directement la scripter. Le problème, c'est que l'on ne pourra pas, on va dire, s'affranchir de certains problèmes rencontrés, comme des requêtes échouantes du fait qu'on n'ait pas respecté les durées de temps minimales entre deux requêtes successives ou des erreurs côté serveur de PEPS ou autres. Et l'intérêt d'automatiser finalement cette étape, c'est de s'affranchir de tous ces problèmes, ces hypothétiques problèmes, car le temps de récupération de l'archive d'image peut être long. Donc déléguer cela finalement à un workflow est peut-être nécessaire. Voilà. Donc le workflow finalement qui a été développé dans le cadre de ce projet permet à la fois de spécifier en entrée les différentes plateformes cibles. On peut spécifier PEPS, Copernicus ou autres, par exemple des DAG, voilà, une sorte d'agglomérat, on va dire, de plateformes, une sorte de CLI de lead permettant de cibler, on va dire, différentes plateformes, et ensuite d'automatiser finalement la gestion du code retour, voilà, et aussi gérer les différentes erreurs et relancer ou non ces requêtes sur ces mêmes archives, ou encore mieux, récupérer les coordonnées satellites des archives d'images non récupérées pour pouvoir permettre à l'utilisateur de se rendre compte de ce qui lui reste encore à télécharger, relancer cette même automatisation sur les archives non récupérées donc de manière automatique, attendre que le laps de temps, on va dire, minimal imposé par la plateforme finalement avant de relancer une nouvelle requête. Donc voilà, toutes ces choses-là finalement que l'utilisateur devrait faire et qui lui serait peut-être, on va dire, énergivore, hein, du fait que récupérer une archive d'image prenne du temps. Finalement, l'implémentation de ce workflow, c'est pas vraiment évident dans le cadre de ce projet, puisque de nombreux datasets sont demandés dans le cadre de ce projet, du fait des nombreux use cases, et l'automatisation, finalement, permet de gagner donc à la fois du temps dans la récupération de ces archives-là d'images, et facilite aussi cette récupération-là. Donc, une fois les images récupérées, il nous faut annoter les images pour constituer un dataset d'entraînement. Un ensemble d'images qui va être utilisé par notre modèle pour l'entraîner. Et donc, dans cette optique, il nous faut spécifier à notre modèle, pour chaque image, où sont localisés les nuages, pour l'entraîner à détecter des nuages sur de nouvelles images. Donc ça se fait manuellement pour chaque pixel. Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette image-ci, on a les nuages, on va dire, colorés en jaune et les zones non nuageuses en violet. Et donc notre dataset est constitué d'entraînement. On peut maintenant entraîner notre modèle à détecter des images, mais juste au préalable, il nous faut correctement fixer les bons hyperparamètres. Donc les hyperparamètres, c'est un ensemble de paramètres comme la batch size, par exemple, ou le learning rate, ou des fonctions d'optimisation ou de perte, qu'il nous faut correctement setter pour pouvoir avoir un modèle entraîné performant, c'est-à-dire capable de détecter au mieux, donc dans notre cas, les nuages. Voilà. Et donc, dans cette recherche d'hyperparamètres, ce qui est intéressant, c'est l'automatisation, puisque ça peut être, on va dire, une tâche assez ardue, l'exploration des espaces de recherche de chaque hyperparamètre, et l'automatiser a un sens, voire la paralléliser. Nous avons un workflow qui permet de chercher donc les hyperparamètres, les meilleurs hyperparamètres, en les explorant et en exécutant un code métier. Ce code métier devra, donc, à charge de l'utilisateur de spécifier son code métier et de spécifier dans ce code métier aussi les métriques qui serviront de critères d'optimisation ou d'arrêt à cette recherche. Voilà. Comme je cherche à rappeler que le Proactive est un outil d'intégration. Voilà. Donc l'utilisateur doit spécifier
son workflow contenant le code métier, donc d'entraînement, les métriques ou la métrique sur laquelle il se basera pour faire progresser cette recherche ou l'arrêter. Et le workflow, lui, prendra donc en entrée donc ce fameux code métier, ainsi qu'un espace de recherche de chaque hyperparamètre qu'il explorera de manière naïve, via une approche aléatoire ou plutôt heuristique ou plutôt intelligente de manière bayésienne, jusqu'à s'arrêter si le critère est atteint ou si un nombre d'itérations est atteint. À chaque itération, donc, il exécutera le code métier du client, ou il peut exécuter en parallèle plusieurs fois le code métier du client. Et les résultats intermédiaires peuvent être suivis par exemple, un outil de visualisation tel TensorBoard. Il suffit, depuis le code métier, d'insérer le nécessaire pour pouvoir générer des logs TensorBoard. Donc, voilà. Ensuite, il nous faut déployer ce modèle, donc, qui est hypothétiquement correctement entraîné, sur différentes cibles. Donc, ces cibles, finalement, nous les avons actuellement au sein des locaux IRT. Donc, le serveur principal, sur lequel on exécute tous les calculs, on va dire, standards non exotiques, non développés dans des codes exotiques. Puis ensuite, nous avons des cibles, on va dire, orientées embarquées, comme le fameux petit ASIC d'Intel qui intègre une Movidius Myriad X, ou des nano-GPU comme la Jetson Nano ou la Jetson NX. Voilà. Et donc, la question qu'on se pose, c'est, finalement, pour un modèle donné, un dataset donné, quelles peuvent être les performances sur ces différentes cibles? Et pourquoi ne pas automatiser aussi ces lancements de calcul? Donc, c'est pour ça que nous avons un workflow de déploiement automatique qui va prendre en entrée ce modèle, un dataset, et qui va aller exécuter donc, du code métier de conversion du modèle dans chaque langage bien spécifique adapté à chaque cible. C'est très important puisque ça permet au moins de comparer réellement les capacités plus ou moins optimales d'inférence de chaque modèle dans leur langage bien spécifique sur leur cible bien spécifique. Donc là, par exemple, pour les branches Python et MATLAB, nous avons du code Python ou du code MATLAB qui est appelé à travers une tâche Groovy. Voilà. Donc, qui s'exécutera sur ces nœuds-ci, proactifs. Il faut bien sûr un nœud proactif qui permet l'exécution du tâche pour accéder à chaque cible. Donc là, pour accéder à la cible Intel, la petite clé USB, on se basera sur ces nœuds-ci qui seront démarrés au préalable sur le serveur. Et puis, nous pouvons, étant donné que les Jetson ont des processeurs ARM, nous pouvons démarrer un petit nœud proactif, donc c'est un petit process Java, sur chacune de ces cibles, sur chacun de ces nano-GPU. Donc, un pour la nano, un pour la NX. Et donc, chacune de ces tâches exécutera du code C++ TensorRT pour la conversion et l'exécution de ce modèle. Et enfin, donc là, nous utilisons bien sûr la lib OpenVINO. Quand nous pouvons dockeriser notre code de calcul pour assurer sa portabilité, nous le faisons. Voilà. Donc, chaque tâche peut être exécutée dans un conteneur Docker. Et enfin, nous récupérons l'ensemble des résultats dans une petite tâche finale, une tâche de merge, qui permet de générer un CSV global. Enfin, une fois le déploiement automatique terminé, nous profitons de cette tâche donc R pour générer un CSV global de l'ensemble des résultats des cibles. Donc, nous avons pour chaque imagette de 28 par 28 son résultat de classification, à savoir sa probabilité que ce soit un nuage du cloud ou pas un nuage, le cloud, et ce pour chaque cible. Donc là, la cible MATLAB, la cible OpenVINO CPU, c'est-à-dire on utilise la librairie OpenVINO d'Intel pour cibler le CPU du serveur, ou on utilise cette même lib OpenVINO pour cibler la clé de calcul en Intel, ou on utilise aussi C++ TensorRT pour cibler la nano, ou aussi cette même lib TensorRT C++ pour cibler la Jetson NX. Nous avons un résultat de classification pour toutes les cibles et on en profite pour sortir d'autres colonnes de résultats, comme les écarts qu'il y a entre les classifications nuages pour chaque cible. Par exemple, cette colonne-là donne l'écart qu'il y a entre la cellule cloud OpenVINO CPU et MATLAB. Celle-ci, par exemple, donne l'écart, donc toujours pour la classe cloud, des résultats obtenus entre donc, la cible, la nano, et MATLAB. Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons participé à la mission PSAT, embarquant un nanosatellite sur laquelle est intégré un FPGA.
type MightySum. MightySum que nous avons aussi au sein de l'équipe et sur laquelle nous avons automatisé certaines étapes de calcul d'inférence, considérant un modèle type LeNet, donc déployé sur cette MightySum. Et la question que nous nous posions, c'est quelles sont les performances de ce même modèle déployé sur une cible hardware de la même famille que la deuxième mission, la mission FISAT, qui embarque, elle, par contre, un ASIC, la famille Movidus. Donc, comment automatiser l'évaluation du modèle embarqué de la première mission sur une cible hardware légèrement supérieure à la deuxième mission, donc la Movidus Meralix. De manière à automatiser l'évaluation du modèle embarqué sur OPSAT détection de nuages, nous avons décidé de chaîner à la fois le premier workflow présenté, donc de déploiement automatique sur cible. Dans l'occurrence, c'est sur la clé de calcul Intel, ainsi que chaîner d'autres workflows, donc deux autres workflows, une tâche, un pour la reconstitution d'un masque de prédiction et l'autre pour l'analyse des erreurs. Donc, plus précisément, le workflow principal va au-delà de classifier des petites suites de 28 par 28 en nuage ou non nuage. Le workflow va processer le résultat pour créer un fichier formaté de résultats. Ce fichier formaté de résultats va être ensuite processé pour en déduire les labellisations, c'est-à-dire si une proba, s'il y a plus de chances que l'image soit classée nuage, donc elle sera labellisée nuage, et non nuage dans le cas échéant. Et enfin, on en a profité pour laisser une petite tâche d'analyse de performance du modèle du modèle. Et enfin, lorsqu'on a toutes nos tuiles classées nuage ou non nuage, on peut repositionner ces tuiles à l'emplacement d'où elles proviennent, donc l'endroit où elles étaient découpées à partir de l'image d'origine, mais en les remplaçant par des patchs noirs ou blancs en fonction de leur classification nuage ou non nuage. Et donc on se retrouve avec un masque, une image de la même taille d'origine de l'image, mais avec donc ce masque binaire avec donc une coloration blanche si nuage détecté ou noir dans le cas échéant. Et on peut comparer ce masque dit de prédiction avec un masque de vérité, donc le véritable masque annoté manuellement par l'opérateur, pour pouvoir en dresser une sorte de cartographie d'erreur. Donc, comme nous venons de voir, finalement, il est intéressant de chaîner, on va dire, différents workflows, à la fois le workflow principal de déploiement automatique qui fera de la classification de tuiles, des petites images 28 par 28, pour dire si une image est un nuage ou pas un nuage. Un autre workflow qui prend le relais pour dire, d'une tâche, qui prend le relais pour dire, voilà, assemblons maintenant ces petits patchs noirs ou blancs pour constituer un masque de prédiction. Et enfin, un dernier petit workflow d'une tâche pour comparer ce fameux masque de prédiction noir et blanc avec le masque de prédiction d'origine, celui de l'opérateur, celui qui émane de la notation pixel par pixel manuelle de l'opérateur. Voilà, la vérité de terrain. Pour faciliter la vie de la personne qui souhaite exécuter ces trois workflows successivement, on peut faire un workflow qui appelle ces trois workflows. Voilà. Ce qui est le cas avec le workflow du chapeau et qui va, on va dire, nécessiter moins de paramétrage que l'ensemble des paramètres accumulés de chacun des workflows. Puisque certains paramètres de workflow découlent d'un autre, donc finalement, cette automatisation-là, on l'a fait encore avec du code métier. Et là, on voit tout l'intérêt finalement d'automatiser cela, c'est qu'on se retrouve avec un workflow qui appelle d'autres workflows avec bien moins de paramètres et qui effectue une séquence de traitement assez complexe. Donc là,
dans le cas de ce workflow chapeau, finalement, on voit qu'on peut choisir n'importe quelle branche. Voilà. On peut spécifier aussi le nom du fichier de sortie. Voilà. On génère aussi dynamiquement le nom du répertoire dans lequel il y aura les résultats, les rapports de performance, que l'on peut indexer avec l'ID du job pour ne pas écraser à chaque exécution les sorties. Et nous avons donc les résultats voilà, de performance globale de l'algorithme qui sort. Je le rappelle encore une fois, Proactive est un outil d'intégration de code métier. Et on a un bel exemple avec le workflow que j'ai présenté au début de cette présentation, le workflow d'hyperparamétrisation, qui hyperparamètre donc un second workflow spécifié par l'utilisateur qui contient du code métier. Là, dans l'occurrence, dans le cas de ce projet, nous avons par exemple la tâche de hyperparamétrer un code d'entraînement de modèle implémenté en MATLAB. Donc, le code métier appelant le script MATLAB a été donc renseigné sous forme d'un workflow. On doit bien entendu spécifier dans ce workflow-là quelques instructions pour chaîner le workflow hyperparamétreur avec le workflow hyperparamétré, comme la paramétrisation des variables qui seront balayées lors de l'hyperparamétrisation, par exemple, et aussi spécifier dans le code métier la sortie qui servira de critère d'arrêt. Et si l'on souhaite à chaud visualiser les résultats sous TensorBoard, il nous faut donc, par exemple, glisser une seconde tâche en Python pour récupérer les sorties du code MATLAB, de votre code, et en déduire, générer des logs de TensorBoard qui seront ensuite, en temps réel, affichés par le portail TensorBoard. Voilà. Et nous avons aussi la possibilité d'afficher n'importe quelle métrique que l'on souhaite, d'entrée et de sortie, à travers notre portail Job Analytics, qui est un portail d'affichage de métriques génériques. Et c'est à charge de l'utilisateur, dans son code métier, de spécifier ce qu'il souhaite afficher dans cette table, de spécifier les clés valeurs qu'il souhaite rajouter. Automatiquement, dans Job Analytics seront créées de nouvelles colonnes. Et ensuite, depuis cet outil Job Analytics, on peut visualiser les résultats en filtrant les résultats de différentes vues. Donc, nous avons aussi décidé d'intégrer Proactive comme outil de traçabilité de test, de manière à tracer les actions de chaque intervenant du projet, chaque acteur. Donc, dans le projet, nous avons recensé 3 actions principales, les actions liées à la génération de datasets, les actions liées à la génération de modèles et celles liées à la génération de rapports. Donc, pour pouvoir tracer ces actions, il faut encapsuler le code métier de chacun dans des workflows spécifiques. Donc, l'action de tracer, finalement, c'est sanctuariser les résultats dans des répertoires accessibles, pourquoi pas à tous, et les rendre disponibles visuellement facilement par un outil graphique. Donc, les workflows en question, donc encapsulant le code métier de chacun, géreraient les répertoires d'entrée, de sortie, de génération, en ciblant bien les bonnes partitions, les bons répertoires, centralisant l'ensemble des résultats de l'équipe, via une option qui permettrait de dire « j'archive ou je n'archive pas mon test ». On pourrait aller encore plus loin en supposant que le workflow encapsulant comme métier fasse un git clone au préalable du repository de l'utilisateur et exécute un script spécifique. Donc, on imposerait à l'utilisateur, par exemple, l'existence d'un fichier script install.sh pour installer son code. Donc, le workflow irait directement chercher le install.sh et l'exécuter. Exécuterait ensuite le code métier et enfin générerait les sorties dans des répertoires bien spécifiques. Donc, nous avons des répertoires, on va dire, dits sanctuaires, comme les images, les modèles, ou intégrant les tests, et puis des répertoires qui ont moins la volonté d'être permanents, comme les répertoires de datasets, car on peut régénérer à la volée des datasets si l'on intègre bien, si on a enregistré bien quelque part tous les paramètres d'entrée pour le générer. Nous passons maintenant à la présentation
du workflow chapeau qui exécute à la fois le workflow de classification de tuiles cloud et no cloud, jusqu'à la constitution d'un masque de prédiction en assemblant les résultats de classification. C'est-à-dire cloud, on mettra une tuile noire et no cloud, on mettra une tuile blanche. Voilà. Donc ce workflow-là orchestre des sous-workflows, voilà, de l'étape de classification jusqu'à l'étape de création de ce fameux masque de prédiction. Ce workflow prend un peu moins de paramètres que l'ensemble des paramètres cumulés de chacun des workflows appelés. Parmi les paramètres notables, nous avons la possibilité de spécifier donc, la branche sur laquelle nous allons exécuter la classification. Donc là, on a choisi MATLAB, on aurait pu choisir d'autres branches comme la Jetson Nano, la Jetson NX ou alors des cibles Intel. Nous avons le fichier de labels. Donc là, effectivement, c'est une classification binaire. Donc on aura un fichier texte avec chacune des classes. Donc là, dans notre cas, c'est Cloud et No Cloud. Nous avons aussi un fichier de paramètres spécifique à la cible sur laquelle nous allons exécuter la classification. Celui-ci, donc à la fois le modèle d'entrée, l'ensemble des patchs, donc le répertoire contenant l'ensemble des patchs à classifier, ainsi que d'autres petits paramètres. Et là, on peut exécuter suite le workflow maître, workflow chapeau. Nous sommes toujours dans le portail Workflow Execution. Nous pouvons activer ou non la visualisation des jobs passés. Pas grand intérêt. Nous allons rester sur les jobs actuels. En précisant bien sûr les jobs sous-jacents, puisque ce workflow maître va exécuter d'autres jobs. Donc on a tout intérêt à visualiser à la fois l'exécution du job maître et la visualisation des jobs esclaves. On peut passer sur la vue du scheduler pour regarder plus en détail le temps d'exécution de chaque job appelé et chaque tâche constituant chaque job appelé. On peut bien sûr streamer l'output de chaque job, c'est-à-dire on récupérera automatiquement l'exécution, la trace d'exécution dans de chaque langage, on va dire, sollicité de chaque job. Bon, là, c'est la vue, on va dire, du studio pour modifier et mettre à jour le workflow, n'importe quel workflow, c'est le studio. Alors, beaucoup de choses ont été intégrées dernièrement dans cette vue, de manière à éviter à l'utilisateur de jouer avec les différentes vues, différents portails, pour à la fois monitorer l'exécution d'un job ou encore l'exécuter. Donc, si on regarde maintenant les jobs exécutés, effectivement, on voit notre job qui est ici, avec les différents jobs appelés. On peut visualiser l'output. Voilà, c'est la trace d'exécution du code métier. Donc, ce job appelant exécute un job d'exécution de la classification sur la branche MATLAB, comme on a décidé du modèle en question, sur un dataset donné. On récupère ensuite les résultats. Donc, ça, avec ce deuxième workflow, ce deuxième job, on récupère les résultats et on va en déduire un fichier de labellisation. En gros, on dit si c'est cloud ou non cloud pour chaque image en fonction des probabilités d'appartenance de classe. Ensuite, on a un autre job qui va aller générer le masque de prédiction. Et enfin, on a un dernier job qui va appeler un script MATLAB pour calculer le delta entre le masque de prédiction et le masque de vérité. Ouais. Donc, on peut regarder les résultats. Donc, on a décidé d'indexer bien sûr les résultats puisque les exécutions peuvent être, on peut exécuter de nombreuses fois ce même job, ce même workflow. Et donc, il est intéressant d'indexer le nom du répertoire où sont générées les sorties du job. Donc là, en l'occurrence, étant donné que le workflow de génération des classifications fait office de référence,
on a inséré le job ID dans le nom de chaque répertoire de sortie, donc 3885. Donc 3885, effectivement, c'est ce nom-là. Voilà, donc ce répertoire-là a été généré automatiquement. Donc on a travaillé sur un tout petit dataset de manière à pouvoir faire la vidéo en live. Donc voilà le masque reconstitué, le masque de prédiction. Hein. Donc vous imaginez qu'il y a des petites tuiles, on va dire, de 28 par 28. C'est des petites tuiles soit toutes blanches, soit toutes noires, en fonction des résultats de classification. Et ensuite, on va comparer cette tuile de prédiction avec une tuile de vérité, celle qui est vraiment, celle qui émane vraiment de, comment dire, de l'opérateur qui a détecté à la main sur une image donnée, en colorant, on va dire, chaque pixel ou en une petite page de pixels, un nuage. Voilà. On va comparer la vérité avec ce que l'on a prédit. Donc là, on a un rappel des paramètres d'entrée. On a un rappel aussi d'image d'entrée avec l'image donc segmentée. Donc finalement, on segmente l'image en détectant les nuages ou les non-nuages. Donc celle qui a à la fois de vérité et de prédiction. Et puis on colore finalement ce que l'on a mal prédit ou ce qu'on a bien prédit. Voilà. Tout ce qui est trop positif ou faux positif ou faux négatif ou vrai négatif. Ouais. Avec les performances globales du modèle. Ouais. Donc nous avons terminé la présentation, la vidéo. Donc on vous a mis un petit slide de conclusion avec un résumé. Donc on est prêt à répondre à vos questions. Peut-être mettre, Caroline, la vidéo en pause. Ouais, je vais... Hop. Merci Sébastien. Alors, si vous avez des questions, on peut encore prendre... Caroline, je ne sais pas si les gens peuvent poser leurs questions oralement ou pas, ou uniquement dans le chat. Non, c'est un peu compliqué parce qu'il faut les faire monter sur scène et des fois ça ne marche pas. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'ils les posent dans le chat ou dans les questions. En tout cas, merci pour la présentation. C'était très riche, très complet. J'ai un écho, alors je ne vais pas trop parler non plus. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai pas le retour, j'ai pas la voix de Caroline, mais je l'entends dans l'ordinateur de Michael. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression que toutes les questions ont été posées pendant la présentation. Du coup, Denis, je pense que tu as disparu, mais peut-être que tu es encore là. Ou il est parti à la plage. Si personne n'a de questions, je pense qu'on va pouvoir lever la séance. Je vous remercie d'avoir participé à ce premier AI Token Share. Donc, le prochain sera le 7 juillet avec Cognitive Engine. Je vous mets le lien d'inscription tout de suite dans le chat s'il y en a qui sont intéressés pour s'inscrire d'ores et déjà avant qu'on fasse la publication sur la cobotique industrielle. Ce sera Sébastien qui était là dans le chat, très actif, qui fera la présentation. Et si vous avez des questions pour Denis et son équipe, surtout n'hésitez pas à prendre contact soit avec nous, soit directement avec l'équipe d'Activéon qui a dû perdre totalement son réseau de la plage. Je vous mets mon mail. Hop. Et puis, vous allez recevoir probablement le replay et vous aurez tout sous la main si vous avez besoin de regarder ça à tête reposée. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir.